Alors pour faire transition, je me permets donc de faire une annonce. Notre USP, je l'ai fait passer en priorité directoire, institution territoire, accueille désormais en priorité, sans passer par les urgences, les patients vulnérables des EHPAD. Voilà. Alors, très rapidement, moi je vais essayer aussi d'être un petit peu dans le rythme, et je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit. Je vais essayer également d'avoir un peu de prudence, peut-être, et aussi de modérer, peut-être, mon discours. On me reprochait de reprendre l'historique, mais je crois que c'est très important, rapidement, parce que, et l'accent est mis là ce matin sur cette table, il ne faut pas confondre les dispositifs et le chemin clinique du patient. Donc, la loi accès aux soins palliatifs, j'ai dit ce matin par la certification que c'est un risque de ne pas identifier un patient qui relève des soins palliatifs très tôt, n'est-ce pas? Eh bien, cette loi, très rapidement, la DHOS a travaillé. Je vois mes amis Philippe Masson, Laubert, Joseph Chevalier, Daniel Verville, et tout était déjà sur le papier en 2002. Alors certes, les termes, dédiés, secours, répit, il faudra attendre un peu pour que ce concept se précise. Excusez-moi. Et donc, c'est finalement en 2004 qu'on aura entièrement le dispositif avec, et c'est pas négligeable, l'identification de places en HAD, comme on va voir le prodigieux essor ces dernières années, et puis également la mise en place des réseaux, et également, mais un peu plus tardivement, l'instruction qui va concerner la mise en place des équipes mobiles dans les EHPAD. Et puis on saute, on essaie de s'arrêter sur ce qui s'est passé avec ces autorisations que vont donner l'ARH à l'époque pour la fameuse création de CELI un peu partout. Et vous voyez qu'en 10 ans, alors que les USP occupaient une place, on pourrait dire un monopole, on va y revenir, j'ai mis le mot d'hégémonie, domination non partagée au départ, c'est-à-dire qu'il y avait un travail colossal de leader, de mise en place des formations et de la recherche, et là, on ne sait plus où est le partage des responsabilités dans finalement le développement des soins palliatifs. Et je crois que c'est ça ce qui va être important. On voit qu'on arrive en 10 ans, il n'y a plus que 107 unités de soins palliatifs, ce qui est peu, et puis par contre, une floraison de lits identifiés de soins palliatifs. Pour la seule région PACA, la moitié de ces lits, le nombre est inférieur à 3. C'est-à-dire qu'au final, on va non pas asseoir la démarche, comme c'est dans les textes, mais s'asseoir sur les recommandations. C'est-à-dire qu'il va y avoir malheureusement des glissements majeurs. Alors, ces lits identifiés, très rapidement, sont entachés, effectivement, de cet effet opportuniste de la T2A, et j'espère qu'on va en parler. Et finalement, vous l'avez relevé ce matin, ce projet ne s'inscrit pas véritablement dans un projet de service, on n'est pas convié, pour certains, à la démarche de service, pôle, institution. Et les recommandations ministérielles, vous l'avez vu, ne sont plus du tout d'actualité. En fait, ces lits étaient créés pour répondre à des besoins de patients, pour des soucis de proximité, avec une lisibilité d'une part, mais aussi une reconnaissance, ça a été évoqué, de la souffrance des équipes soignantes, avec quelquefois un décalage entre le médecin et les équipes. Et puis on voit que tout ça va rester pratiquement très hétéroclite. Alors j'ai repris, et ce n'était pas un effet voulu, l'expérience de Bichat de ce fameux lit créé en service de cancéro-ORL. Parce que dans la revue de médecine palliative, cette expérience est rapportée pour 2014. Elle est peut-être un petit peu enjolivée, je le sais. Au départ, on parle d'une belle rencontre entre une équipe mobile et des référents oncologues en service de chirurgie ORL, alors que jusque-là, les patients ne sont
pas identifié, la DMS est très très longue, j'ai vu, de plus de 28 jours, eh bien, la création de ce lit va faire le détonateur. À partir de là, tout va bien. Enfin, j'ai cru en me disant, et j'ai dit ce matin que ce n'est pas tout à fait ça. Donc, la création de ce lit, dans le texte, permet une véritable reconnaissance de la charge en soins pour ces équipes qui ont des malades lourds, ORL, souvent avec une trachéotomie, bien sûr une alimentation par sonde, des pansements longs, des douleurs, caractéristiques chez les patients ORL. Bref, ce lit va permettre aux médecins de enfin peut-être être plus sûrs dans l'arrêt des traitements spécifiques, pouvoir tracer dans notre feuille de traçabilité de l'information qu'il n'y aura pas de réanimation lors du service. Les équipes essaient de recevoir l'équipe mobile de façon moins aléatoire, avec une anticipation sur la douleur. Il y a quand même des réunions de concertation. Et puis on voit tout doucement que ces patients, eh bien pour les 17 qui sont un petit peu décrits dans cette étude, 2 vont bénéficier d'un retour à domicile, 8 vont être transférés en USP et 7 mourront dans le service. Alors on peut se demander, avec la dimension anthropologique qui a été visitée ce matin, quel a été le projet finalement participatif pour ces patients qui finalement sur ces lits vont répondre à une préoccupation peut-être institutionnelle puisque la DMS descend à 14 jours. Dans cette lecture, je n'ai pas retrouvé non plus quel est le personnel dédié par la valorisation de ce lit. Or, en MCO, on sait très bien que ça se compte par plusieurs dizaines de milliers d'euros. C'est-à-dire un lit, je suis bien placé puisque j'ai la décision d'oncologie, c'est une valorisation non négligeable. À titre d'exemple, de l'Onco Avignon, on a embauché 4 infirmières dédiées temps plein. Donc là, on ne voit pas l'once du 0,3 équivalent temps plein, on ne sait pas où il est passé. Et je comprends que l'on puisse dire, Bernard Vary, que finalement, il s'agirait peut-être d'une vaste nébuleuse dictée par des critères politico-économiques aux dépens de la création du SP, voire de leur fragilisation, et ainsi aussi pour les équipes mobiles. C'est vrai que s'il y avait un plan triennal, comment faire que les équipes deviennent pérennes ou équipes territoriales en se servant de la dotation finalement T2A, puisqu'on sait qu'on est nul. Ça, et la politique bien sûr, mais j'espère que cet après-midi on aura des idées, je ne fais pas toute cette histoire. Alors finalement il serait important de clarifier, préciser de façon réaliste la fonction de ces lits identifiés en soins palliatifs, source de confusion, on l'a dit, et de dilution des ressources, voire aussi non garante de la qualité des soins. Je vois Frédéric Clément aussi qui va travailler sur un projet de recherche, et on y vient. Ce flou, eh bien, on ne sait pas où mettre le curseur. Ce lit, finalement, on ne sait pas s'il s'agit de cette graduation logistique ou s'il s'agirait plutôt de complexité de prise en charge et peut-être névrographique. Alors, c'est important parce qu'on va relever de nouveaux défis. Ce chemin clinique, eh bien, il nous manque encore plein de choses. Il nous manque des consultations, il nous manque des hôpitaux de jour. On voit, on a la chance d'avoir un hôpital de jour onco et un autre qui est gériatrique, qui permet même d'accueillir des patients des EHPAD pour réévaluer en une journée. On voit bien qu'on n'a pas encore inscrit d'autres maillons. Et puis, je l'ai entendu, on a l'impression que ces lits identifiés, eh bien, c'est finalement la fin de vie dont on parle. J'étais récemment à un congrès de soins oncologiques de support à Marseille, un des premiers d'ailleurs, où il parlait avec beaucoup de fierté des best supportive care. Et je osé dire, oui, mais et les early supportive care? C'est-à-dire, que faisons-nous de l'anticipation? Comment, je veux dire, imprimer dans nos institutions l'impératif de prendre en charge précocement nos patients, quel qu'il soit. Alors je pense que ça c'est important. Alors pour finir rapidement, c'est pour ça que j'avais mis un petit peu l'image de la tempérance, bien sûr il y a de belles expériences. Et il ne faut pas les oublier.
Et je crois qu'on sort de cette époque peut-être de militantisme pour prendre conscience de la forte motivation des soignants. 12 000 soignants qui, à l'heure actuelle, ont un diplôme universitaire de soins palliatifs. Alors bien sûr, ce n'est pas validé en fait, ça veut bien dire qu'il y a une soif quand même de se former. De nouveaux acteurs, comment on va pouvoir se coordonner ensemble. Et enfin, la pratique de l'interdisciplinarité, qui est certainement le socle, comme disait la Sonia, que tu as rappelé. C'est vraiment peut-être faire des journées que sur ces pratiques. Notre capacité à travailler ensemble, à se connaître. Alors, les promoteurs, vous voyez que finalement, nombreux, motivés. Et c'est vrai, on voit apparaître des réunions de concertation pluridisciplinaires en soins palliatifs, des orientations, de l'amont, hein, tout est à prendre et à réfléchir. C'est pour un peu. Mais il y a également par rapport SSR, USLV, etc., IPAD. Et SSR, pour y être souvent, je vois des patients âgés atteints de glioblastome échoués. Alors bien sûr, cela va nous demander un peu plus de moyens. C'est pour ça que la valorisation, si c'est quand même 300 000 €. On faisait la comparaison, je pense dans un article aussi, en dotation journalière, SSR 200 €, l'identité 400 €, USP 600 €. Ah, mais l'USP, il faut faire aussi, il faut assumer votre mission. Alors, oui, les pistes, développer nos liens, mais pas des liens virtuels, des liens vraiment interprofessionnels, interdisciplinaires. On a bien vu que ces liens éparpillés, saupoudrés, n'ont aucun ancrage pour la plupart. Alors, on se demande aussi s'il n'y a pas une instrumentalisation, parce qu'on voit que certains de ces patients seraient orientés vers les USP. Les chiffres montrent d'ailleurs, lorsqu'il y a une demande, 1 sur 4 décède avant d'arriver à l'USP. C'est-à-dire quand même que, ou bien il n'y a pas assez d'USP, ou bien alors la démarche n'est pas anticipée. Donc, quelques pistes de réflexion. Et puis, bien sûr, pour moi, qui ai eu la chance d'ouvrir une USP, et peut-être que je vais démarrer mon premier projet de recherche grâce à Frédéric, maintenant que j'ai essuyé les plâtres. Eh bien, que faire sans lieu d'exigence et d'excellence et de formation et de recherche? Donc, moi, je serais pour renforcer et créer d'autres unités de soins collectifs. Alors, bien sûr, l'enjeu, vous l'avez dit, c'est ce chemin clinique au plus près des patients. Je salue vraiment cette dimension anthropologique de faire le projet des patients. D'ailleurs, c'est le socle aussi de la loi 2002, information, liberté, qualité des soins. Ça, c'est une référence réglementaire forte. Alors, parlons de nous. Nous sommes ici aujourd'hui. Eh bien, j'avais envie de dire mieux nous connaître, se coordonner, développer une synergie. Et là, il y a une coquille, non pas pour perdre nos moyens, mais en gagner et ne pas perdre notre âme. Courage et force. Voilà. Bonjour. Une autre vision des choses peut-être une vision de l'autre côté de la barrière, donc, si je puis dire. Moi, je suis médecin d'équipe mobile, j'ai participé à la mise en place d'un hôpital de l'identité de soins palliatifs il y a une dizaine d'années en apportant justement le renfort d'une équipe mobile et en essayant de réaliser justement la meilleure intégration possible de l'une dans le fonctionnement des autres. Alors, si on revient un petit peu, je tiens à préciser quand même que je n'ai aucun lien d'intérêt, c'est bien de le déclarer de temps en temps. Les identifiés, effectivement, ça peut être vécu comme une réponse à une triple problématique à l'origine.
Du côté du système de santé, il est clair qu'en 2000 ou en 2002, les 1000 USP qui existaient à l'époque n'étaient pas une offre suffisante pour les quelques 100 000 séjours par an qui étaient cotés soins palliatifs en France. Il fallait développer l'offre et la diversifier, ça pouvait être une solution admissible à l'époque. Et du côté des acteurs de soins palliatifs, les identifiés pouvaient être aussi le moyen de cette diffusion de la démarche palliative qu'on appelait de nos voeux depuis la création des équipes mobiles. Et enfin, du côté des patients et du côté des équipes locales, l'identifié, ça pouvait être une réponse au souhait de continuité de la prise en charge qui souvent générait des sentiments de rupture ou d'abandon du côté des équipes. Il faut bien préciser que les identifiés n'avaient pas de vocation à remplacer les USP, et justement c'est une des problématiques que je voudrais aborder aujourd'hui. Les identifiés sont développés, on l'a dit, de manière assez rapide, hétérogène, un peu anarchique, et vraiment en fonction de l'implication des équipes locales, ce qui a fait leur hétérogénéité. Leur encadrement a été favorisé par l'apparition progressive de recommandations, certes. Il faut quand même reconnaître, on est obligé de reconnaître que là où les équipes locales se sont impliquées, il y a des expériences positives, elles ont acquis justement une expertise spécifique et certaine dans la prise en charge palliative. Toutes les expériences ne sont pas négatives, on a quand même un certain nombre d'expériences très positives de ce point de vue. Donc, certaines équipes ont acquis cette expertise qui correspond à la diffusion de la démarche palliative, tout en prenant en compte certainement la nécessaire réflexion sur ce difficilement conciliable cohabitation entre les prises en charge curatives et palliatives. Alors, est-ce qu'on peut traiter une arythmie cardiaque dans un service de neurologie? La question apparaît certainement aujourd'hui attendue, elle n'était peut-être pas il y a une trentaine ou une cinquantaine d'années, et probablement apparaîtra incongrue dans quelques années ou dans quelques décennies l'interrogation sur la qualité d'une prise en charge palliative dans un service de spécialité, ce qui est exactement la problématique des identifiés à l'heure actuelle. La possibilité de cette coexistence quand même commence à faire un petit peu moins de débat aujourd'hui. Il n'en reste pas moins qu'il faut rester vigilant évidemment sur les limites de la démarche palliative dans les services d'élus. Le poids relatif des décès, le sentiment d'obligation morale de qualité palliative, les délais dont on a parlé, etc. Mais la question qui vient aujourd'hui peut-être au premier plan, du point de vue des services qui hébergent des identifications palliatives, c'est justement celle de l'articulation entre les identifiés et les unités de soins palliatifs. Alors, ça c'est une question évidemment qui se pose extrêmement différemment suivant les régions, et c'est une question qui va concerner pour l'instant essentiellement les régions les plus richement dotées en moyens de soins palliatifs. La région parisienne dans laquelle je travaille est évidemment une des régions phares, une des régions les mieux dotées en moyens de soins palliatifs, et cette question apparaît pratiquement au premier plan à l'heure actuelle dans le fonctionnement de l'équipe locale. Quand et comment proposer aux patients qui est dans un identifié de soins palliatifs un transfert en unité de soins palliatifs? Qu'est-ce qu'il faut proposer et quand est-ce qu'il faut le faire? Ça, c'est une question difficile pour ces équipes. Et c'est une question qui revient très souvent. Une question à multiples tiroirs. On est en effet tributaire de contraintes locales, on est tributaire des relations avec les unités de soins palliatifs, on est tributaire de la congruence ou non des critères d'admission dans les unités de soins palliatifs et dans les identifiés de soins palliatifs, et on est tributaire enfin de contraintes qui sont liées directement à l'équipe locale, ce sentiment d'abandon dont je parlais, ce besoin de répit parfois, la difficulté à concilier curatif et palliatif, tout un tas de raisons qui conduisent à une énorme part de subjectivité dans ces propositions qu'on peut faire aux patients d'un transfert aux unités de soins palliatifs. C'est un débat difficile et qui est difficile depuis le début, c'est-à-dire depuis la création des identifiés de soins palliatifs. Et cependant, je pense qu'il est nécessaire. Pourquoi nécessaire? Je dirais trois raisons. D'abord, il peut sembler nécessaire que le paysage palliatif évolue pour faire face aux besoins. Il peut sembler nécessaire qu'il s'adapte aux besoins des patients et des équipes locales, qui sont tous les deux demandeurs souvent de continuer la prise en charge palliative des patients. Et enfin,
il impose certainement ce débat de rediscuter les missions traditionnelles des différentes structures, les unités de soins palliatifs, les équipes mobiles et maintenant les lignes identifiées de soins palliatifs. Il y a beaucoup de questions dans cette discussion sur l'articulation. Je relance quelques-unes au débat et j'aimerais bien qu'effectivement qu'elle soit reprise. Doit-on conserver l'idée de la gradation, de la complexité, comme initialement c'était la différence prévue entre les unités de soins palliatifs et les identifiées de soins palliatifs, ou doit-on prendre acte qu'un certain nombre d'équipes qui hébergent les identifiées de soins palliatifs dans des services d'aigus ou de soins de suite ont maintenant une compétence complète, je dirais, en soins palliatifs, en sus souvent d'ailleurs d'un plateau technique qui peut parfois s'avérer utile. Doit-on privilégier la différence dans le temps vécu comme le temps soignant entre ces structures? Est-ce qu'on doit acter une différence de moyens entre ces structures? Et enfin, les problématiques sont les mêmes d'ailleurs dans toutes nos différentes régions, qui ne sont pas pourvues de la même manière. Est-ce qu'on peut espérer avoir une discussion générale ou est-ce qu'il faut territorialiser cette discussion? Voilà. Pour moi, ça me semble un débat assez vital pour l'avenir du paysage palliatif français. Le débat, je dirais, de la maturité du monde des soins palliatifs. Un débat qui doit concerner tous les acteurs, c'est-à-dire les unités de soins palliatifs, bien sûr, les lignes identifiées de soins palliatifs, les équipes mobiles, mais aussi, évidemment, les équipes locales, qui sont maintenant de plus en plus impliquées dans la démarche palliative, et les tutelles. Un débat peut-être qui doit faire sortir de sa coquille le monde palliatif, l'intégrer dans le fonctionnement global du système de santé, lui faire admettre que les soins palliatifs, effectivement, c'est l'affaire de tout le monde, c'est l'affaire de tout le système de santé et pas seulement l'affaire de quelques spécialistes du soin palliatif. Voilà un débat qui, j'espère, trouvera sa place ici. Merci.